Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de l'Aïmoun en compagnie du docteur Talal Lahlou. Salam alaikum, professeur. Alaikum salam wa rahmatullah. Et le sujet d'aujourd'hui, ça serait l'effondrement de l'économie mondiale. Et j'ai quelques questions par rapport à ça. La première, vu qu'on vit en France, est-ce que l'euro est destiné à s'effondrer? Et si tu aurais des prévisions au niveau du temps? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, l'euro, c'est de toutes les manières, c'est une monnaie qui ressemble dans son évolution au dollar sans l'hégémonie mondiale. C'est-à-dire que contrairement au dollar, on a une monnaie qui est liée à l'économie d'un continent, mais qui n'a pas l'hégémonie du dollar, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisée de manière courante dans les autres pays pour des règlements d'opérations courantes. Ce qui caractérise aujourd'hui l'évolution de l'économie européenne, d'abord c'est un facteur démographique. C'est-à-dire qu'on a une population qui est soit en stagnation, soit en baisse. Et donc à partir de là, le facteur temps n'est pas en faveur de l'euro. Donc, sauf si ce n'est la prise en main de cet aspect démographique comme ça a été fait dans certains pays comme le Canada qui ont ouvert les frontières ou l'Allemagne récemment avec la crise de la Syrie qui a ouvert les frontières à l'immigration, le facteur temps et le facteur population n'est pas en faveur de l'évolution de l'euro. Donc à partir de là, en plus de cela, on a des facteurs d'instabilité politique, on a eu le Brexit, certains parlent de Frexit ou d'autres sorties de pays de l'économie européenne. Donc disons que l'harmonie qu'on retrouve aux États-Unis en termes de décisions politiques entre les États, elle ne s'est jamais faite en Europe, parce qu'on a des langues différentes, parce qu'on a des cultures différentes, bien que ce soit une zone économique, pas optimale au sens des économistes, mais une zone économique qui a une certaine intégration très très poussée. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la situation se complique davantage et disons que les fondamentaux économiques sont ceux qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on a une économie européenne qui est relativement intégrée, mais dans le long terme, ce n'est pas une monnaie sur laquelle on pourrait éventuellement, dans laquelle on placerait une épargne à long terme. Est-ce que du jour au lendemain, l'euro il peut s'effondrer d'un coup? Genre j'ai 20 000 euros dans mon compte, imaginons, et ça vaut plus rien. Ça, c'est très peu probable. C'est très peu probable dans la mesure où on a des autorités centrales parce que les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie aujourd'hui. La monnaie scripturale, la monnaie fiduciaire, c'est quelque chose qui n'est plus adossé à de l'or. Donc la valeur dépend de l'économie qui est représentée par cette monnaie. Donc en fait, c'est quoi un billet d'euro? C'est ce que ce billet te permet d'acheter en Europe. Et donc, plus les capitaux, les richesses, les actifs d'Europe augmentent, plus cet euro a de la valeur. Sauf que, en général, on imprime plus d'euros, on crée plus d'euros digitaux que cette augmentation d'actifs et de richesses. Donc, si l'augmentation de la masse monétaire va plus vite que l'augmentation du PIB, bien entendu, la valeur de l'euro va baisser même si on crée plus de richesses. Donc, pour que l'euro s'effondre du jour au lendemain, c'est très peu probable parce que ça voudrait dire que l'euro ne peut plus rien acheter. Et donc, à part les situations d'apocalypse, je ne vois pas exactement comment l'euro pourrait éventuellement s'effondrer. C'est arrivé, par exemple, en Syrie, où on a eu un effondrement de la monnaie. Et là, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a un événement géopolitique, qui est une guerre. Et donc, effectivement, on a eu de la destruction de valeurs physiques dans le pays et un certain nombre de choses ont disparu du jour au lendemain. Donc ça se reflète dans la monnaie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre facteur dans la monnaie fiduciaire, parce que fiducie, c'est confiance. Et donc, si le facteur confiance n'est plus là, ça peut aussi être quelque chose, pas qui va faire s'effondrer l'euro du jour au lendemain, mais qui va faire baisser sa valeur. Et ça, c'est très possible. On a eu, par exemple,
On a eu par exemple ça avec le Zimbabwe, on a eu ça par exemple en Turquie, où la confiance dans la monnaie s'est effondrée, ou a baissé grandement. Au Zimbabwe, elle s'est effondrée, en Turquie, elle a baissé grandement. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des attaques sur le système monétaire qui ont des origines extérieures, mais aussi parce que les citoyens, voyant la monnaie, de toute façon, ils ne se préoccupent pas trop de géopolitique en général, voyant la monnaie perdre de sa valeur et les épiceries, les supermarchés, les pâtisseries augmenter leurs tarifs tous les mois, eh bien, ils ont commencé à épargner en or, en dollars, etc. Et là, la Turquie, elle n'a pas de guerre. Elle n'a pas de destruction d'actifs physiques. C'est un effet de panique, en gros, c'est ça? Exactement. C'est en fait le facteur fondamental qui tient la monnaie, qui est la fiducie, la confiance, il s'est effrité. Et ça fait que la monnaie perd de sa valeur. D'accord. Sans guerre, sans aucune intervention, sans aucune destruction de richesse physique. D'accord. Et tu sais, on entend souvent, on dit les États-Unis c'est fini, le dollar c'est fini, le futur c'est au Moyen-Orient. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est juste des idées reçues? Là, en fait, ce sont des gens qui veulent faire des opérations sur le temps court, le court terme, basées sur des principes qui sont éventuellement justifiables dans le temps très long. C'est-à-dire que si on parle d'effondrement des États-Unis, là on parle dans un horizon de plusieurs siècles. Ok. Sauf crise ou événement quasi apocalyptique. Donc le dollar, ça reste quand même une monnaie qui est utilisée partout dans le monde. Là, on commence à voir les BRICS, donc c'est un bloc qui veut de plus en plus d'indépendance par rapport au dollar. Donc s'il y a moins de gens qui utilisent le dollar, il y aura un peu plus de dollars en T+1 que en T, et moins de biens que les gens acceptent de vendre en dollars en T+1 qu'en T. Donc mécaniquement... Je hoche la tête comme ça, mais je comprends juste... En fait, c'est comme si, par exemple, vous dites en 2025, on aura moins de choses à acheter en dollars qu'en 2024. Okay. Et donc, pour une même quantité de dollars ou plus de dollars, ça fait que le dollar aura moins de valeur. Donc, dans le très long terme, effectivement, on a géopolitiquement, les États-Unis sont en train de perdre leur rôle de puissance hégémonique, gendarme du monde. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis c'est fini ou le dollar c'est fini. Bien entendu, les pays qui commencent à émerger, aujourd'hui on parle de l'Indonésie, on parle de... Bien entendu, la Chine a déjà fait une grande partie du parcours, mais la Chine a un problème démographique qu'aucun autre pays a. Et ça va lui peser très très lourd. C'est pour ça que l'hégémonie de la Chine va être beaucoup moins longue probablement que l'hégémonie des autres pays, parce que la Chine a une démographie qui est pire que la démographie européenne. C'est-à-dire avec l'enfant unique, ils sont quasiment à des moyennes de fécondité bien en dessous du seuil de renouvellement de génération, même s'ils ont enlevé l'interdiction d'avoir plusieurs enfants. Mais c'est devenu une habitude en fait. C'est pire que le Japon à ce niveau-là? Actuellement, la structure démographique est pire que le Japon. Parce qu'au Japon, vous aviez en général 2 enfants, vous aviez 2 parents et vous aviez 2 grands-parents. En Chine, pour le même enfant, vous avez 2 parents, 4 grands-parents. Enfin, c'est pour le même foyer plutôt. 2 parents, 4 grands-parents. Et donc, ça fait qu'il y a plus de poids des retraités par rapport à l'individu qu'au Japon. En tout cas, c'est la structure qui commence à se dégager. Donc ça, c'est caché par le fait qu'ils sont 1 milliard et quelques. Donc, pris au niveau du monde, on a quand même 1 milliard d'actifs, voire un petit peu moins, qui sont des agents de production. Donc ça se voit. Mais si on prend la Chine comme étant un pays comme ça, démographiquement, c'est une catastrophe. Ce qui est en train de se passer là. Ils vont avoir beaucoup trop de retraites à payer par rapport au nombre d'actifs. Ce qui est déjà le cas ici. Enfin, en France, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas comme la Chine, mais on a déjà des retraites qui grèvent peut-être le budget de 20 à 25%. Donc, et la Chine devra vraiment faire de toute façon, ce genre de contraintes démographiques, c'est des choses sur lesquelles on peut difficilement faire des retraites, parce que, des réformes plutôt. C'est une équation claire. Il y a moins de gens qui travaillent, il y a plus de gens qui ont besoin de revenus. Donc, à part aller coloniser ailleurs ou prendre les richesses d'ailleurs, ou faire rentrer des immigrés en masse, comment vous voulez résoudre cette équation? L'innovation n'est pas infinie. C'est ce qui arrive en France un peu, de manière... Oui, ça arrive un peu plus doucement qu'en Chine.
Parce qu'en Chine, avec l'enfant unique, là, c'est en train de s'accélérer. Les enfants uniques commencent à arriver à l'âge de la retraite maintenant. Sachant qu'il y a une crise immobilière en ce moment. Oui, il y a une crise immobilière et la Chine vient de faire un nouveau package de prêts. Et c'est à l'image de ce que font les États-Unis en général. C'est-à-dire qu'on va droguer l'économie à un peu plus de monnaie en espérant que cette monnaie va un petit peu booster les marchés. Sauf que ce qui se passe en général, c'est que mécaniquement, derrière, on récupère beaucoup d'inflation. Et l'inflation, c'est très mauvais pour la pérennité de l'économie à long terme. Ça fait que les gens ont moins confiance dans la monnaie, et quand les gens ont moins confiance dans la monnaie, ils vont faire moins d'investissements à long terme, ils vont préférer les investissements à court terme, et ça, c'est pas bon pour la pérennité du système économique. Voilà, Claufic. Alors certains diront, bien sûr, l'inflation pousse à la consommation, etc. C'est une idée qui est à nuancer, parce que les conséquences négatives de l'inflation, on les avait citées dans une autre vidéo, sont quand même des conséquences qui impactent aussi la moralité de l'individu et son équilibre psychologique. Donc on a une taxe cachée, on a une vie de plus en plus chère, et donc parfois c'est même, disons, contre-productif pour l'économie dans son ensemble. J'ai une question qui va à l'esprit. Quelle est la monnaie la plus sûre actuellement? C'est l'or, à mon sens. L'or. Ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu conseilles? D'acheter de l'or, de le stocker à la maison? Non, ça dépend des législations des pays. Donc, par exemple, en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France ici, mais on peut acheter des lingots un peu partout, des lingots d'or. Ça, c'est quelque chose de très courant. On peut les faire stocker chez soi ou dans des coffres qu'on va louer. Enfin, en Turquie, par exemple, on peut acheter de l'or en ligne depuis son application de compte bancaire, parce que justement, les gens ne veulent pas acheter la livre turque, ils veulent acheter du dollar, de la livre, de l'or, etc. Donc le gouvernement a fait ça, et les prix maintenant sont indexés sur la valeur dollar et pas sur la valeur de la lire turque. Donc aujourd'hui, si on a peur pour de l'inflation à très long terme, si on ne sait pas faire grand-chose, on épargne de l'or. Mais le mieux, c'est l'investissement. C'est-à-dire d'investir dans des actifs productifs. Donc du foncier, de l'immobilier, des entreprises, des start-up, des projets, de la marchandise pour du commerce. Parce que ça, c'est beaucoup mieux que l'or. Parce que l'or de toute façon, on va payer la zakat sur l'or. Et ça ne produit rien. Donc vraiment, c'est la solution pour les gens qui ne savent pas quoi faire. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui sont un petit peu au courant de l'économie, des startups, des entreprises, du commerce, des services. Donc il y a beaucoup plus de possibilités d'investissement que les investissements défensifs. Donc on peut penser à pléthore d'investissements, et l'or, je trouve que c'est quand même un coup d'opportunité par rapport à une situation, bien sûr, si on a une situation d'extrême instabilité comme une guerre, etc., bien entendu, là on ne va pas aller investir dans des actifs alors que demain, ça peut disparaître. Donc, c'est du cas par cas, ça dépend. Mais dans un environnement relativement stable comme l'environnement européen, il vaut mieux investir dans l'économie productive que dans de l'épargne. Si le monde, entre guillemets, désolé du terme, il part vraiment en cacahuète. La France rentre en guerre, mais réellement, et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie? Ce qui se passe actuellement en Ukraine, et dans une très moindre mesure en Russie. C'est-à-dire qu'au début, la monnaie perd de sa valeur, les investisseurs n'investissent plus, donc le PIB baisse, les transactions financières sont moins fluides, et on passe d'une économie de situation normale à une économie de guerre. Quand on passe à une économie de guerre, l'industrie de l'armement prend de la valeur, l'industrie de l'armement commence à dominer la production, de plus en plus d'emplois sont perdus dans l'économie conventionnelle et partent dans l'industrie de l'armement, et de plus en plus d'emplois sont perdus tout court. Et on a des effets très semblables à ce qui s'est passé pendant Covid.
c'est-à-dire des couvre-feux, des déplacements réduits, une activité économique réduite, des usines à l'arrêt. Donc ça se passe souvent en temps de guerre, et des magasins fermés. Et c'est ce qu'on a vu à Gaza au début, enfin toujours maintenant. Et donc on a une économie qui est quasiment, ça dépend du niveau de la guerre, mais par exemple à Gaza, c'est une économie qui est quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on a, à part les petits marchés qui arrivent à clandestinement, pas clandestinement, mais sporadiquement, c'est-à-dire par exemple entre 16h et 17h, on va avoir des gens qui vont se regrouper pour acheter peut-être une ou deux patates, pour vendre peut-être un ou deux pains pour ceux qui arrivent à le trouver, ou bien là on est dans une économie quasiment sclérosée, immobilisée. Donc il n'y a plus d'économie en réalité quasiment. En Ukraine, aujourd'hui, on voit les conséquences sur le PIB, sur un certain nombre de villes qui sont obligées d'évacuer. Donc, s'il y a une entrée en guerre entre l'Europe et la Russie, effectivement, là, on sera dans une autre perspective que d'investir dans des startups. Ouais. C'est une évidence. Et le gouvernement, forcément, je pense qu'il va bloquer ton argent aussi, ton compte. Afin de... Ça s'est produit à Chypre en 2013, si ma mémoire est bonne, quand le gouvernement était dans une très très mauvaise posture. Ils ont décidé de prélever 30% de tous les comptes qui avaient plus que 100 000 euros. Donc effectivement, quand on dit que l'argent dans la banque, il est en même temps à toi, il est en même temps pas à toi, c'est une situation qui a été vécue. Donc à l'instar de Chypre, par exemple en France, on a eu des ministres qui ont proposé d'utiliser les fonds de certains livrets d'épargne pour les investir dans des actions d'entreprise de l'armement. Donc ça, c'est une affectation quasiment sans le consentement du citoyen. Bon, après, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Mais déjà, les idées sont posées sur la table. Donc ça montre que, bon, Chypre, ils ont prélevé 30%. Donc si quelqu'un avait, par exemple, 1 million d'euros dans son compte, les 100 000 euros, ils ne sont pas touchés. Les 900 000 restants, on prend 300 000. Donc, il perd 300 000 euros du compte. Donc, ça, c'est les 30% qui ont été prélevés. Donc, effectivement, on a des situations où il arrive qu'il y ait certaines décisions du gouvernement pour faire main basse sur un certain nombre d'actifs. C'est l'économie de guerre. C'est-à-dire que on perd la maîtrise totale des paramètres qui sont liés à notre propre épargne, qui sont liés à un certain nombre de choses. J'ai vu même que ton terrain, là où tu vis, ils peuvent le prendre pour des fins militaires, etc. J'ai vu ça aussi. De toute façon, dans l'économie de guerre, après, c'est toi-même, ils te prennent. Ouais. C'est les réquisitions. Donc effectivement, la mobilisation générale, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement tes actifs, mais même ta personne physique. Donc ça se comprend. Enfin, ça se comprend. Ça se comprend dans le terrain. Est-ce que ça se justifie? Ça, c'est autre chose. Oui. Si l'économie mondiale, elle s'effondre, est-ce qu'il y a une monnaie qui va résister? Ou ça sera que l'or? Aujourd'hui, les monnaies sont à peu près sur les mêmes bases. Donc, si on imagine un effondrement des monnaies dans le monde, il est très probable qu'elles suivent quasiment toutes le même chemin. Parce que c'est des monnaies basées sur le même système qui est le système de monnaie-crédit. Et donc, de monnaie émise dans le cadre du crédit. Donc, s'il y a moins de crédit, s'il y a moins d'activité et s'il y a un effondrement, effectivement, les monnaies reflétant la dynamique de l'économie, bien entendu, elles vont suivre un cheminement relativement similaire. Par contre, on a beaucoup moins de visibilité sur le comportement de l'or, par exemple, ou de choses qui sont considérées comme des monnaies, comme le bitcoin, etc. Là, on aurait plus d'hésitation pour se prononcer. D'accord. La crypto, ça rentre dans le même système ou Pas toutes, non, pas toutes. Ça dépend. Enfin, à part le bitcoin, qui est effectivement considéré par certains comme étant une monnaie avec une émission décentralisée. Enfin, aujourd'hui, les autres projets de crypto-monnaie restent des projets privés. Donc, certains sont plus des projets purement économiques, d'autres sont des utilités, d'autres se considèrent comme étant des monnaies. Donc, ça reste du cas par cas. D'accord. Donc il y a le Bitcoin, il y a les autres. Alors j'ai une dernière question pour finir. Si Internet chute,
oui, tout ce qui est tout ce qui est lié à la technologie. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura au niveau de l'économie? Est-ce que ça va l'impacter ou pas? C'est une très bonne question. Et c'est quelque chose qui peut arriver, parce qu'au final, ce sont des câbles. Ce sont des câbles sous-marins. Maintenant, on a des alternatives via satellite, etc. Mais une grande partie de l'information passe par des câbles. Et donc, c'est une possibilité, mais pour qu'elle se produise de manière globale, c'est très peu probable. C'est-à-dire que ça peut se produire localement. Ça peut se produire localement et, et donc, enfin, à part des événements géopolitiques ou apocalyptiques majeurs, mais ça peut se produire localement. Et là, effectivement, on a vu par exemple la Bourse de Paris déménager à Londres pour simplement être plus proche des serveurs de Londres, là où se font la majorité des transactions boursières, parce que la longueur des câbles serait beaucoup plus réduite. Et donc, vu qu'en bourse, malheureusement, on a cette frénésie du trading à haute fréquence, c'est-à-dire de faire des transactions à la millinanoseconde, eh bien, c'est quelque chose qui, effectivement, entre en ligne de compte dans le monde de la finance. Donc, le fait que Internet chute, bien entendu, c'est quelque chose qui va impacter le monde de la finance, le monde de la tech. Par contre, ça impactera beaucoup moins le monde de l'économie, disons, traditionnelle, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est, enfin, à part les côtés comptables et les côtés Économie réelle, entre guillemets. transmission de l'information, etc. Non, parce que l'économie basée sur Internet, elle est aussi réelle, pour une partie d'entre elles. C'est-à-dire que quand vous envoyez à un designer une vidéo pour un montage et qu'il vous la renvoie, c'est passé par Internet. Les outils d'intelligence artificielle et de montage peut-être qu'il a utilisés sont sur Internet. Donc c'est de l'économie Internet digitale, donc c'est de l'économie réelle. Mais c'est vrai que sur Internet, il y a aussi de l'économie qui n'est pas réelle, enfin qui n'est pas créatrice de valeur comme la spéculation. Mais ce qui est sûr, c'est que les flux se perturberont, les cadences de production se réduiront, donc il y aura moins de PIB, moins de croissance, en tout cas pour la période qui sera dans laquelle il y aura ces perturbations. C'est pour cela justement que il est nécessaire d'avoir toujours une petite épargne et toujours un plan B d'activité, c'est-à-dire un plan qui, en cas de crise de sa première activité, puisse être un support par rapport à ses propres activités. On ne met pas les œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et sur ce point d'Internet, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va aussi impacter énormément le monde, par exemple, des cryptos. Donc, si on imagine, par exemple, Internet chuter ou une plateforme être immobilisée, on l'a vu, ça s'est déjà vu, les fonds sont inaccessibles. Et c'est aussi valable pour les banques. Donc, si, par exemple, ça s'est produit en Chine, où on a eu une panne d'électricité, vu qu'en Chine, ils sont bien plus avancés qu'ici en termes de paiement digitaux et via téléphone, les gens ne pouvaient plus acheter une baguette. Et donc, la vidéo qui est sortie était tout simplement surréaliste, c'est-à-dire que les gens faisaient la file d'attente devant quelqu'un qui avait un moteur générateur d'électricité à l'essence pour charger le téléphone. Et il avait une dizaine ou une vingtaine de câbles, et donc il louait la minute ou peut-être la demi-heure de charge pour qu'on puisse charger le téléphone, pour qu'on puisse faire un paiement ou un envoi de monnaie. Et donc c'est pour cela justement qu'il faut toujours avoir une source de précaution qui ne dépend pas d'Internet pour sa vie, parce que ce genre de choses, c'est pas ça peut se produire, c'est ça s'est déjà produit. Et donc, si on veut ne pas se retrouver à faire une file d'attente, dans une file d'attente de 100 personnes derrière un chargeur de 12 volts, eh bien, il est bien de prendre ses précautions. On ne va pas aller jusqu'à acheter un bunker, hein, comme le font certains Américains, mais aujourd'hui, c'est l'idée générale, c'est une idée économique très connue et très ancrée dans le monde de l'investissement, c'est diversifier. Diversifier comme ça, si on a une panne, eh bien on a une roue de secours, tout simplement. Juste à mon échelle, combien de fois je suis parti faire les courses
je prenais mon téléphone et je payais avec le Apple Pay et il n'y a plus de batterie. C'est ça. Aujourd'hui, on a des voitures qui démarrent avec le téléphone, on a des appareils qui démarrent avec le téléphone, on a des maisons qui s'ouvrent avec le téléphone et on dépend de plus en plus de ça. Et donc, à partir de là, il faut toujours rester sur la possibilité d'un plan B qui soit physique, mécanique. Physique. Ouais. Sinon, on perd de la dépendance aussi. Plus on digitalise sa vie, plus on perd de sa liberté, de sa vie privée. Il y a une règle fondamentale qui est à connaître, et peut-être on peut clôturer avec ça, c'est que plus on fait le choix du confort, de la facilité, et aussi dans une certaine mesure de l'extrême sûreté, plus on renonce à ses libertés fondamentales. C'est fort. Et ça, c'est une règle qui est quasiment proportionnelle. Et aujourd'hui, on se rend de plus en plus vers plus de facilité, que ce soit au niveau des transactions monétaires, au niveau de l'investissement, au niveau des accès, des transports, des études, du travail. On se rend de plus en plus vers des outils qui nous facilitent l'accès à ces choses-là. Et en face, on renonce à notre liberté, à notre vie privée et à certaines libertés fondamentales parce que aujourd'hui, enfin, on l'a vu avec un épisode tragique qui s'est produit avec les beepers notamment. Les appareils sont localisés, géolocalisés, traqués et peuvent potentiellement faire l'objet d'autres choses plus problématiques. Mais on sait que nos données sont dans le cloud, notre vie privée dans le cloud, nos photos de famille sont dans le cloud, nos sites web sont dans le cloud, les données de nos sites web sont dans le cloud. Et donc à partir de là, même les plus grands sites web comme Meta se sont fait pirater, ce qui a fait leaker les données de dizaines de millions de personnes. Et donc on a une perte de vie privée, de souveraineté aussi. Par exemple en Europe, les données sont dans des serveurs aux États-Unis pour beaucoup de données qui sont liées par exemple à Google, à Meta, à Amazon, à Apple, etc. Les données des Européens sont aux États-Unis. Donc certains disent même que l'Europe est une colonie numérique des États-Unis. Donc les données de tous les citoyens sont aux États-Unis. Donc le jour où l'Europe et les États-Unis ne sont plus sur la même longueur d'onde, ça va être un sacré tournant. Et donc cette règle du fait que plus on choisit l'accessibilité, la rapidité, la facilité et la sûreté, eh bien plus on va renoncer à sa vie privée et ses libertés fondamentales. Barakallahu fik, docteur Karat, récompense. Du coup, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo a été profitable. On remercie le professeur de nous avoir donné de son temps. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.